Ah Vanessa, vous m'entendez? Oui, oui. Merci bon Valérie, merci. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. Sommes-nous à un tournant du conflit en Syrie? Eh bien, c'est le thème de notre débat ce soir. Pour la première fois, les rebelles ont abattu 2 appareils de l'armée avec des missiles solaires. Des rebelles qui ont presque libéré tout le nord du pays et qui sont passés une stratégie offensive. Pendant ce temps, l'opposition s'organise politiquement, ou en tout cas tente de s'organiser politiquement. La nouvelle coalition syrienne tient actuellement sa première réunion au Caire en vue de la formation d'un gouvernement provisoire. Alors les événements sont-ils en train de s'accélérer? Le régime de Bachar el-Assad est sur le point de tomber. On en parle ce soir avec nos invités. On en parle avec vous, Randa Kassis, bonsoir. Vous êtes la présidente du mouvement de la société pluraliste en Syrie. Vous étiez membre du Conseil national syrien du CNS que vous avez quitté. Vous nous expliquerez pourquoi. Vous êtes aujourd'hui membre de cette nouvelle coalition syrienne qui tient cette réunion au Caire. Imad Oussari, bonsoir. Vous êtes activiste syrien. Alors, comme Randa Kassis, vous avez quitté le CNS, le Conseil national syrien. Vous, à la différence de Randa Kassis, vous avez refusé de rejoindre cette nouvelle coalition syrienne. Vous avez d'ailleurs été invité au Caire. Vous avez refusé d'y aller et vous nous expliquerez pourquoi. Qatar Aboudia, bonsoir. Vous êtes consultant en géopolitique, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, enseignant en relations internationales à Paris Sud. Et avec nous, Georges Malbrunot, bonsoir, grand reporter au Figaro. Vous connaissez bien la Syrie pour y être allé à plusieurs reprises. Votre blog qu'il faut consulter parce qu'il est toujours truffé d'infos, l'Orient indiscret. On va commencer tout de suite avec ces images qui datent de ce mercredi et qui ont été tournées par des témoins sur place. Un appareil de l'aviation syrienne a été abattu à Daret Eza dans la région d'Alep. La veille, toujours dans la même région, un hélicoptère a été également touché et à chaque fois apparemment ce sont des missiles solaires qui auraient abattu ces appareils. Les rebelles qui disposeraient apparemment de nouvelles armes et qui pourraient peut-être aujourd'hui faire la différence sur le terrain. Imad Oussari, vous êtes justement en contact aussi avec ceux qui combattent sur le terrain. Est-ce que vous avez le sentiment ce soir qu'on en est à un tournant dans ce conflit? Un tournant, oui, je crois oui, et je crois même les conditions, ça veut dire autour de la Syrie, je parle de pays arabes et des occidentaux, ça a changé un petit peu. On ne peut pas laisser ce qui se passe en Syrie, on ne peut pas ignorer ce qui se passe en Syrie, comme quoi ça reste entre le peuple et les régimes. Aujourd'hui, si on n'aide pas la société civile syrienne de se lever, de trouver sa place dans la révolution comme c'était au départ de la révolution syrienne, je crois on a un grand risque qu'on va laisser courir. Pour ça, aujourd'hui, je crois, je peux parler de 2 porteurs de causes. Il y a la cause militaire. Effectivement, je viens de Damas. J'étais hier avec des gens de quartier où j'habitais à Damas, c'est Muhajirin. C'est tout proche de où il habite Bachar el-Assad, en fait. Et en fait, hier, toute la nuit, il y a beaucoup d'échanges de tirs et il y avait beaucoup de barrages. Le quartier n'est plus comme avant, comme il y a trentaine de jours. D'ailleurs, il y a eu un attentat, on le dit à nos téléspectateurs, aujourd'hui à Damas, un attentat qui a fait près de 40 morts, attentat à la voiture piégée. On en reparlera tout à l'heure de cet attentat. Donc aujourd'hui, on peut dire que les rebelles sont passés d'une stratégie défensive à une stratégie offensive et qu'ils grignotent de plus en plus du terrain. Oui, mais je crois que la vraie stratégie, c'est parce qu'on a déjà maintenant visé plus Damas que autre coin de Syrie. Et je crois ils ont bien compris aujourd'hui, c'est pour faire chuter le régime, il faut entrer par Damas. La porte d'entrée, c'est Damas, c'est pas ni Alab, ni Adleb, malgré c'est des points très importants pour le changement en Syrie. Mais aujourd'hui, la porte, c'est Damas. Et Damas qui tient quand même encore aux mains du régime, pour le moment en tout cas. Georges Malbrunot, est-ce qu'on assiste à un tournant dans ce conflit, en tout cas sur le terrain? La rébellion qui a quand même presque tout le nord maintenant du pays, toute la zone frontalière avec la Turquie. Alors, tournant, c'était encore un petit peu tôt pour le dire avec précision. En tout cas, ces 10 derniers jours, les rebelles ont pris 5 bases aériennes dans cette région nord frontalière de la Turquie. Et donc, c'est très important parce qu'à partir de ces bases, les avions, les hélicoptères de l'armée syrienne allaient bombarder des positions rebelles. Ils ne peuvent plus le faire. Et puis, il y a justement ce qu'on attendait, ce que les rebelles attendaient depuis un certain temps, c'est de pouvoir abattre des hélicoptères, des avions, comme apparemment ça a été le cas. Si ces
ces attaques se répètent dans les jours et les semaines qui viennent, il est évident que ça va créer sans doute un renversement de tendance. Les pilotes des hélicoptères vont avoir sans doute peur de voler, donc la suprématie aérienne qui était l'atout principal jusqu'à maintenant du régime de Bachar al-Assad pourrait être entamée et on pourrait s'acheminer vers effectivement un régime qui perdrait le nord. Il faut quand même rappeler qu'il y a encore l'aéroport d'Alep qui est extrêmement entre les mains du régime, qui a les poches kurdes qui constituent des alliés extrêmement fidèles du régime. On a vu qu'il y a eu des affrontements récemment pour le contrôle de Ras El Ain, c'est entre les Kurdes et des islamistes. Les affrontements se sont soldés par la victoire des Kurdes. Donc les rebelles, en tout cas psychologiquement, si ces attaques se multiplient et, comme ça s'est passé, permettent d'abattre des avions, je crois que là, psychologiquement, il y aura un signal très fort qui aura été lancé et ça peut-être permettre à ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des défections massives d'unités, d'arriver. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt de dire on assiste véritablement à un tournant et le régime étant... Oui, les rebelles ont indiscutablement marqué des points dans le nord. Reste à savoir si ils ont la capacité de poursuivre ces attaques, s'ils ont reçu... On savait qu'ils avaient des Mampad, qu'ils avaient quelques Stinger, quelques Cobra, etc. Est-ce qu'ils en ont suffisamment pour répéter ces opérations? Les jours et les semaines qui viennent nous permettront de le dire. Alors justement, Qatar Abou Diab, ce qui a peut-être changé aussi, c'est ces nouvelles armes dont disposent aujourd'hui les rebelles. 6 missiles sol-air, ils viennent de les recevoir récemment. Est-ce que c'est nouveau ça dans le conflit? Et qui fournit ces armes? Ça fait 3-4 mois qu'on parle qu'ils ont réussi. Là, c'est la première fois qu'on voit ces missiles à l'action. Il y a des sources qui disent que ce sont de missiles Canier de ces bataillons 46 qui a été près d'Alab, car ils ont quand même conquis plusieurs bases de défense antiaérienne. Donc là, la vérité, je ne sais pas vraiment si, mais jusqu'à maintenant, les États-Unis, surtout, mettaient un veto sur toute fourniture d'armes qualitatives, mais je pense à la longue, comme la diplomatie reste à la remorque, et c'est un pays qui se libère de lui-même. Et ça, c'est la réalité. C'est une réalité, c'est un pays qui se libère de lui-même. Et je pense dans cette guerre d'usure, c'est le régime qui perd le terrain, car enfin, beaucoup de zones s'échappent. C'est vrai que ce régime, comme c'était le cas en Algérie, tente de sauvegarder jusqu'au bout la Syrie est-il et d'abandonner la Syrie inutile, les zones rurales, tout ça. Mais en s'approchant de Damas, après avoir pris plus ou moins ou au moins paralysé Alab, les forces rebelles marquent de nouveau. Et je suis d'accord qu'on ne peut pas parler d'un véritable tournant. Il faut attendre les prochains jours, les 2 prochaines semaines. Mais c'est vrai, il y a quelque chose qui a changé. Le fait de toucher à la suprématie de l'armée de l'air syrienne, ça signifie que ce régime qui ne peut pas engager de troupes sur le terrain, son problème, il n'a pas d'effectifs suffisants, ni de forces militaires, ni de forces paramilitaires, pour changer la donne sur le terrain. Ça signifie que la question que le régime gagne la rébellion, ça devient une question, une hypothèse derrière nous, tandis que l'autre hypothèse d'une proche fin de régime dans les prochains mois devient une possibilité. Randa Kassis, comment se déroule la gestion dans les villes du Nord aujourd'hui, dans toutes ces villes qui ont été libérées? On parle d'affrontements entre des membres de l'ASL, l'armée syrienne libre, et d'islamistes. Oui, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, nous assistons à une partition de la Syrie. On voit que dans le nord, il y a l'ASL, les forces combattantes qui dominent la zone nord de la Syrie. Nous voyons, comme il l'a dit Georges, dans la zone kurde, il y a des affrontements, même, j'ai appelé même hier, je me rappelle qu'ils m'ont dit qu'il y avait des affrontements entre les islamistes qui essayaient d'infiltrer la zone kurde et entre le PED, bien sûr, c'est la branche de PKK qui est pro-régime. Et c'est eux qui arrivent quand même à éloigner ou plutôt à protéger la zone kurde. Alors, ils vont regagner la popularité des Kurdes qui l'ont perdue depuis la révolte et ils vont gagner aussi beaucoup plus de force. Alors, on va avoir une zone kurde autonome en Syrie bientôt, surtout avec le feu vert que les États-Unis a bien donné au Kurdistan d'Irak. Alors, nous avons déjà ces zones-là. Nous avons le régime qui tient quelques zones en Syrie même, la zone côtière
Damas, aujourd'hui, je reste un peu prudente pour ça. Je ne crois pas vraiment que c'est la fin. Même, je ne le crois pas. On était toujours, de toute façon, on l'a dit plusieurs fois, depuis le début de la révolte, même à Alep, même partout, à chaque fois, on était très optimistes. On croyait que c'était la fin. Je crois que le régime, aujourd'hui, il a quand même une vraie stratégie. Une stratégie, peut-être aussi, pourquoi pas, rassembler ces rebelles-là dans plusieurs quartiers, comme le Qaboun, Jobar, et les bombarder après pour en terminer avec eux, au moins dans ces zones-là. Si nous regardons dans la carte géographique de Damas, on va voir que El Midan et autres quartiers qui sont juste à côté de Midan, quand même, c'est le gouvernement qui tient ces zones-là, qui peuvent être la matrice de ces forces combattantes, puisque ce sont des quartiers sunnites conservateurs. Alors, ce n'est pas le cas. Je crois que le gouvernement, le régime syrien essaye de diviser Damas pour piéger les rebelles. Alors, et ensuite bombarder. Voilà, tout à fait. Je suis plutôt... Avec beaucoup de respect, je ne partage pas vraiment ta vision. Ouais. Allez-y, Madoussari, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Randa Kassis qui parle d'une fragmentation aujourd'hui de la Syrie, d'une stratégie donc du régime de Bachar el-Assad, de créer donc des quartiers, si je vous ai bien compris, avec des communautés, et ensuite d'aller bombarder et de d'éliminer l'opposition. Il y a un facteur très important aujourd'hui, c'est le facteur de temps, l'échelle de temps. Et à un moment donné, qu'on a parlé de Alep, c'était il y a quelques mois, on a parlé de Idlib il y a quelques mois. Aujourd'hui, après l'élection de M. Obama, après la vision, on va dire, sur si on laisse aujourd'hui les rebelles prennent le contrôle du pays, il y aura un débordement autour de Damas, ça peut aller jusqu'à ce que les bons. On a vu, c'était presque limite. La Turquie, on a vu aussi, ça peut déclencher entre les Kurdes et les Turcs. Et donc, moi, aujourd'hui, je crois, il y a l'échelle de temps, c'est très important. Là, on avance dans la révolution. Il ne faut pas dire quand même ce qui s'est passé, malgré tous les défauts qu'on a vus. Mais Randa Kassis a raison, elle a dit, on a plusieurs fois dit d'ailleurs sur ce plateau, c'est bientôt la chute du régime et on est 20 mois à passer, il y a au moins 40 000 morts et c'est vraiment le bilan Obama. Voilà, est-ce qu'on se trompe une fois encore? Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais bientôt, on n'a pas encore défini le temps. Bientôt, ça peut être dans 10 mois. Oui, dans 2 ans, dans 3 ans. Alors voilà. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé à Damas? Aujourd'hui, c'est vrai. Je vous donne un exemple. Avant, le service de renseignement de Damas, il venait avec sa petite voiture normale, on va dire, qui se balade dans la rue pour arrêter les gens. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple, ils n'osent pas, dans quelques quartiers de Damas, de bouger sans les chars, sans la protection des chars, sans la protection de l'armée. C'est un régime aussi aux abois aujourd'hui. Bien sûr, ça a changé, ça a changé complètement. Georges Malbruno, vous partagez l'avis d'Imad-Oussari, un régime quand même très fragilisé. Je pense que le régime s'affaiblit, c'est indéniable, mais de manière assez lente, beaucoup plus lentement que ce qu'on espérerait. Et il s'est passé ce dernier mois quand même 2 choses. Sur le plan politique, il y a eu cette tentative d'unification à Doha qui est quand même relativement réussie, qui doit s'accompagner, il faut le rappeler, d'une unification des rebelles sur le terrain. Et cette unification, elle a échoué à se réaliser par le haut avec des généraux qui étaient en Turquie, en Jordanie ou à Paris, qui auraient été... Bon, aujourd'hui, on espère que cette rébellion va s'unifier par le bas, c'est-à-dire localement. Et je crois que ce qui se passe actuellement, sont peut-être les prémices de cette unification, même s'il y a de sévères tiraillements entre, je dirais, le pôle islamo-djihadiste et l'autre pôle. Il y a quand même dans certaines... Il faut en parler, Georges Malbruno, quand même, de ce pôle islamo-djihadiste, parce que au Figaro, il faut le dire, vous faites partie de ces journaux qui ont été les premiers à dénoncer ça depuis 1 an, et tout le monde a voulu fermer les yeux, l'opposition à Paris, les politiques, etc. Vous savez, il suffit d'entendre, les Américains disent, parce qu'ils ont des bonnes sources d'informations, qu'il y a environ 1/3 des rebelles sur Alep et sa région qui sont des rebelles qui sont djihadistes, salafistes, etc. Et on l'a vu que 2 jours après la constitution à Doha de la coalition nationale, même la brigade d'Al-Tawhid, qui est pourtant associée à certains membres du CNS, s'est désolidarisée et a rejeté cette coalition. Donc il y a un vrai problème. Il y a une course contre la montre qui est engagée. Les Français commencent à le reconnaître, la diplomatie française. Si les groupes
ne s'unifie pas, si les groupes politiquement ne s'unifient pas, eh bien, ça va être justement les autres, c'est-à-dire les djihadistes et les salafistes, qui vont remporter le morceau. Donc, il y a cette course contre la montre politique qui a été engagée à Doha et cette course contre la montre sur le terrain. Alors, est-ce que sur le terrain, les rebelles non islamistes, non djihadistes vont arriver à constituer des fronts suffisamment forts pour permettre justement de marginaliser les autres? Là, je suis incapable de vous répondre. Je crois que c'est encore trop tôt. Mais en tout cas, c'est la bataille qui se déroule actuellement sur le terrain. Et on voit bien que sur les attentats, on en reparlera, qui ont été commis à Damas. C'est Al-Qaïda. Vraisemblablement, c'est le modus operandi d'Al-Qaïda ou en tout cas de Jabhat al-Nusra, etc. Il y a un groupe rebelle qui a revendiqué le tir de missile hier contre l'hélicoptère. C'est à forte connotation islamiste. Est-ce que c'est lui ou pas? Donc, à qui sont allés les missiles Mampad ou autres qui ont été acheminés ou qui ont été dérobés dans les stocks de l'armée? C'est la question. Il y a une bataille à l'intérieur de la bataille aujourd'hui sur le terrain et on saura bientôt, j'espère, qui va la gagner. Mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Qatar Abou Diab, si Bachar tombait demain, Bachar el-Assad, ça serait finalement, on verrait quoi? Le pays exploser, une fragmentation dont parlait tout à l'heure Randa Kassis du pays. Ce serait le chaos finalement si Bachar el-Assad tombait? Oui, permettez-moi avant de répondre à cette question simplement de faire un rapide commentaire. C'est vrai que la composante civile de cette insurrection a été mise en prison par Bachar el-Assad, c'est-à-dire tous ces cadres de haut comité, de tout ça, presque des milliers de gens. Et comme ça, on a laissé le terrain aux radicaux. Et on a laissé le terrain aux radicaux, et ces radicaux se sont renforcés avec le temps, et surtout avec les retards de l'unification de l'armée syrienne libre ou des dissidents de l'armée, et aussi avec les interventions des États, de la tutelle. Chaque État voulait faire son groupe, et chaque groupe voulait faire son groupe armé, et c'est normal. Mais il y a une chose, comme dans la contestation civile, le manque d'un leadership commun a fait de sorte de faire survivre cette contestation, et même militairement parlant, malgré les défauts de l'insurrection, le fait de ne pas pouvoir négocier avec une seule tête, ça n'a pas permis de vendre cette rébellion. Car il y a beaucoup de gens qui cherchaient à acheter ou à vendre cette rébellion. Est-ce que vous dites que finalement la fragmentation de l'opposition a aussi son bon aujourd'hui? La fragmentation, compte tenu des manques de liens, vous savez, du point de vue logistique, quelqu'un de la région de Damas n'a pas les moyens d'être en relation avec même celui de Daraa à côté au sud ou celui d'Idlib au nord. Pour cela, cette fragmentation s'imposait. Maintenant, lorsque Bachar part, si un jour ça arrive, cette hypothèse, peut-être ça traîne longtemps, c'est une hypothèse qui reste une hypothèse. Mais dans le cas de la chute du régime, dans certaines semaines, dans certains mois, disons, pour rester très approximatif, je pense c'est ça le moment. S'il n'y a pas une force de stabilisation arabo-islamique, pas nécessairement atlantique, il faut une force de stabilisation pour que le terrain syrien ne soit pas un terrain miné et pour permettre une période de transition ordonnée. Sans cette hypothèse... Mais c'est quoi? C'est des observateurs internationaux qu'il faudrait? Non, c'est pas nécessairement... Ça doit être comme une force de police, celle qui est déployée au Kosovo, par exemple. Disons un exemple comme celui-ci. Une gendarmerie européenne, mais cette fois, qu'elle soit une gendarmerie de ces pays musulmans. On va en parler, on fait une petite pause. On va reparler dans un instant de la fragmentation de l'opposition, à la fois sur le terrain, mais fragmentation aussi de l'opposition politique. Et on a un exemple ici sur le plateau, parce que vous étiez tous les deux, Imad Oussari et Randa Kassis, membres du CNS. Vous n'êtes plus membres du CNS. L'une a rejoint la coalition nationale syrienne. Non, pas la coalition. Elle a fondé sa propre coalition. Mais ça fait partie de cette nouvelle coalition quand même. Non, pas du tout même. Bon, on en reparle dans la deuxième partie du débat. À tout de suite.